Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. À l'approche des JMJ de Panama, on va parler d'un pays frontalier, on reste dans la région, avec la Colombie. 2 ans après l'accord de paix signé entre le gouvernement et les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, pour mettre fin à des décennies de conflits, eh bien, la situation dans le pays reste fragile. On fera le point avec notre invitée Yanina Dutoit, chargée de projets et de partenariats pour la Colombie au Secours catholique. Mais l'actu des églises, c'est aussi au Brésil, touché par un nouveau conflit agraire meurtrier. On entendra José Dacosta, chargé de partenariat pour le pôle Amérique latine et Caraïbes au Secours catholique. Et puis on ira aussi à Hong Kong, où l'évangélisation à travers les écoles, ça marche, avec le témoignage du père Nicolas de Franqueville, prêtre des missions étrangères de Paris en Chine. Mais tout de suite, les éléments essentiels à connaître sur la Colombie. La Colombie est située en Amérique du Sud. Elle est frontalière au nord avec le Panama, à l'est avec le Venezuela et le Brésil, et au sud avec l'Équateur et le Pérou. Sa capitale est Bogota. Ce pays, avec une population d'environ 45,5 millions d'habitants, est 2 fois grand comme la France. Eh bien, il possède beaucoup de terres fertiles, mais près de 27% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors, après 50 ans de conflit qui a opposé les groupes armés aux paramilitaires et à l'État colombien, le processus de paix engagé il y a 2 ans pour tenter d'y mettre fin est fragile. Et l'arrivée au pouvoir d'Iván Duque, le candidat de la droite opposé à l'accord signé entre le gouvernement et les FARC, eh bien, cette arrivée à la présidence met à mal les espoirs d'une paix durable en Colombie. Sur le plan religieux, la Colombie compte 79% de catholiques, 14% de protestants, 5% d'autres religions et 2% qui ne sont pas renseignés ou sans religion. La Colombie est particulièrement touchée en ce moment par la crise migratoire qui traverse le continent américain. Elle est en effet le 2e plus grand pays au monde qui accueille des migrants, et selon les services migratoires de Colombie, 870 000 Vénézuéliens se trouvent sur le sol colombien, dont 382 000 sont en situation régulière, 442 000 en cours de régularisation et 46 000 se trouvent en situation irrégulière. On en parlera avec notre invité. La Caritas Colombie accompagne ces migrants. On retrouve tout de suite notre invité. Yanina Dutoit, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, on va revenir avec vous sur ces accords de paix. On les a beaucoup suivis ici sur notre antenne depuis plusieurs années, avec les accompagnements aussi de l'Église dans ce processus. Mais un mot d'abord sur l'élection présidentielle qui a conduit au pouvoir Iván Duque, le candidat de la droite, qui a remporté ces élections en juin dernier. Alors, il n'était pas favorable à cet accord de paix. Est-ce que ça fragilise le processus engagé? Pour l'instant, nous sommes plutôt préoccupés pour la dynamique de paix dans le pays, notamment, comme vous avez dit, parce qu'il a fait sa campagne électorale en contre les accords de paix. Et avec ces élections actuellement, ils mettent en cause des accords entrepris avec les FARC, des projets, des lois qui ont été mis en route. Et sur quel fondement, qu'est-ce qu'ils reprochent à ces accords déjà en cours? Par exemple, sur la question de restitution des cultures illicites, donc la coca, il était accordé de faire un travail ensemble avec les paysans dans le territoire pour une restitution manuelle de la coca. Et puis la replantation restituée par d'autres cultures, d'autres produits remplacés par d'autres produits agricoles.
Et maintenant, il promouvoir plutôt une politique de fumigation avec des drones sur la base des glyphosate. Donc il y a plusieurs points qui vont dans ce sens-là, où il y a des modifications de ce qui était proposé lors de la signature des accords, qui perturbent cette dynamique de pays. En outre, il y a aussi les prévisions budgétaires qu'ils ont prévues pour la mise en œuvre, parce que c'est un accord de paix qui prévoit des réformes structurelles, des grands changements sur une période longue. Il y a besoin d'un financement pour cela. Et dans les prévisions actuelles, les prévisions sont plutôt faibles. Et aussi, par exemple, la commission des éclaircissements et de la vérité, où il y a le président Francisco Derou, un jésuite, il y a des financements faibles pour la mise en œuvre des actions qui devront faire pour pouvoir éteindre les objectifs. D'accord, donc pas assez de moyens pour accomplir les objectifs de départ. Vous, voilà, en tant que représentant de Caritas France, vous êtes inquiète ? Nous sommes inquiètes, notamment parce que lors d'une mission que je fais sur le terrain, juste après les élections, il y avait une vague des menaces contre les leaders sociaux très forts. Voilà, et ça c'est pas récent. Hein. Depuis que ces accords sont signés, on observe une recrudescence d'assassinats de leaders sociaux. Alors, ça paraît un peu étonnant, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils sont visés et pourquoi cette augmentation aussi des victimes ? Il y a ces personnes, ces leaders sociaux, ces défenseurs de droits qui sont des vrais constructeurs, on peut dire, de paix dans les territoires, qui luttent pour leurs droits, pour, par exemple, la restitution de la terre, pour la réparation intégrale, parce qu'ils ont été victimes, parce qu'ils ont dû quitter leur terre, donc ils luttent pour obtenir leurs droits. Et cela va en compte d'autres traits de personnes qui veulent rester sur ce territoire. Et avec la signature des accords, comme vous avez dit, depuis janvier 2016 jusqu'à la date, il y a une véritable augmentation. Les chiffres diffèrent selon les sources, mais à peu près au cours de l'année dernière, chaque 48 heures, il y avait un assassinat de leaders sociaux, ce que c'est une situation très préoccupante, parce que cela démontre que l'État n'est pas en capacité de garantir la protection de ces défenseurs, de ces leaders, ces constructeurs de paix. Et non plus, il est en capacité d'enquêter et de sanctionner les auteurs de ces crimes. Et cela génère une ambiance de, comment on peut dire, de frustration. De frustration, oui, de frustration et de réaugmentation de cet assassinat, parce que de ces menaces, parce qu'il reste sans il n'y a pas de sanction de sécurité derrière, de justice derrière. Oui. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que fait la Caritas sur ces questions-là ? Par exemple, la Caritas colombien, ils font un travail très fort sur l'accompagnement. Et aussi, par exemple, ils ont amené un travail très fort sur une campagne de non-stigmatisation des défenseurs et de ce leader, parce qu'ils sont des personnes qui vivent dans des conditions très, très précaires. Ils ont souvent stigmatisé. Un autre partenaire, que c'est le CINEP, que c'est une œuvre des jésuites, qui fait un travail très fort, qui travaille dans une communauté, par exemple, dans 2 communautés afrodescendants dans la région du Chocó et Urabá en Colombie, qui ont lutté pour obtenir, par exemple, 23 dispositifs de protection individuelle pour des leaders qui l'accompagnent dans un processus de restitution des terres. Et aussi, il appuie à la formulation et l'amélioration dans les propositions pour les politiques publiques pour protéger et prévenir ces assassinats. C'est-à-dire aussi que c'est un travail qui est fait pour la protection collective
de ces communautés. Il y a un autre partenaire qu'on a, c'est l'association Minga avec le programme Somos Defensores qui fait un suivi et l'analyse des chiffres des assassinats pour aussi visibiliser la situation actuelle. Donc on sent que c'est vraiment pour l'instant le point un peu central, cette question-là de ces leaders, ces porteurs de paix qui sont visés. Et dites-nous, alors la population dans tout ça, est-ce qu'elle y croit encore à cette paix pour leur pays ? C'est ça, lors de mes missions de terrain, c'est ça ce que je trouve le plus incroyable souvent. C'est ces leaders qui vivent les menaces de tous les jours, qui les croient le plus et qui luttent le plus et qui essayent en troisième fois de retourner dans leur terre où ils ont été obligés de les quitter, qui croient et qui vraiment veulent cette paix. L'Église là-bas, elle est aussi très engagée. On avait reçu Monseigneur Reinao, qui est un évêque qui a été très mobilisé dans le processus de paix. Aujourd'hui, cette Église, voilà, comment est-ce qu'elle essaye de promouvoir la paix ? Elle continue ce travail-là de terrain, même pour les réconciliations entre Colombiens, dans ces familles où il peut y avoir des anciens membres des FARC, un paramilitaire. Enfin, voilà, cette guerre, elle a traversé toutes les familles, en fait. L'Église en Colombie a un rôle très important dans la construction de la paix parce qu'ils sont présents dans tous les territoires en Colombie. Il y a un maillage national. Voilà, ils travaillent vraiment dans des territoires où il n'y a même pas de présence de l'État, qui travaillent à côté des victimes engagées, ils les accompagnent dans le quotidien. Ils font un travail autant à échelle territoriale, vraiment, comme je disais, dans les territoires éloignés, mais ils ont aussi cette capacité d'amener ces propositions qu'ils font dans le territoire à une échelle nationale. Et par exemple, Monseigneur Héctor Fabio-Henao, il était élu président de congrès de paix, réconciliation et vivre ensemble, qui c'est aussi un instrument qui était prévu lors de la mise en œuvre des accords de paix. Pour la co-construction, c'est un organe consultatif du gouvernement pour la construction pour la mise en œuvre des accords de paix et la construction vraiment de la paix et la réconciliation dans le pays. Donc, il joue un rôle fondamental. Aussi, par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils hébergent l'Institut Kroc, qui c'est un institut de recherche de l'Université de Notre-Dame, qui fait une analyse scientifique sur la mise en œuvre des accords. Alors, on a parlé de cet accord entre les FARC et le gouvernement. Il y avait aussi des négociations pour un accord avec, en fait, la deuxième guérilla du pays, l'ELN, l'Armée de Libération Nationale. On en est où ? Donc, le processus, le dialogue avec l'ELN a été très complexe. Et au sein de l'année dernière, ils ont dû se déplacer de leur table de négociation à Quito. Et ils ont dû s'installer à La Havane aussi. Avec le changement du gouvernement de Santos à Duque, les négociations, ils ont basiquement arrêté. Il y a eu un changement des personnes, des négociateurs du côté du gouvernement. Donc on en est au point mort, là. Mais voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas de négociations en cours parce que le gouvernement exige à l'ELN de libérer toutes les personnes qui ont été prises en otage pour pouvoir redémarrer les négociations. Et cela, pour l'instant, c'est combien d'otages encore entre les mains de cette guérilla ? C'est difficile à dire. Ouais. J'en ai pu parler avec un négociateur de l'ELN, même lui, il ne savait pas parce que c'est très décentralisé comme sous fonctionnement, donc ils ne savent pas. D'accord, donc ça c'est la condition et pour l'instant l'ELN n'accepte pas parce qu'il dit que cela devrait être un résultat des négociations et ne pas une précondition. C'est l'argument qu'eux ils mettent et donc pour l'instant c'est un peu paralysé. C'est très important parce que aussi dans ce processus de paix, l'Église joue un rôle important parce qu'il n'arrête pas à appeler à une résolution
pacifique du conflit et d'essayer de motiver le retour à la table à La Havane. Alors, je crois qu'il y a à peu près 7 à 8 000 FARC qui ont déposé les armes. Donc ça, c'est encourageant. Rappelons quand même qu'il y a eu, à travers ces décennies de conflits, 5 à 6 millions de déplacés. Donc ça, c'est une situation qui est encore en cours. Ou est-ce que ces déplacés regagnent progressivement leur région d'origine ? C'est aussi très compliqué à répondre. Il y a eu beaucoup de déplacés forcés internes et il faut reconnaître que la Colombie, elle se trouve encore dans une situation humanitaire qui s'aggrave, avec des déplacements forcés qui persistent, qui continuent à se faire, avec des recrutements des jeunes, des enfants, avec des... Recrutés où alors ? Recrutés dans les régions même. Pour qui ? Pour travailler où ? Parce que dans les territoires qui ont laissé les FARC, qui ont déposé leurs armes, sont des territoires qui ont été laissés hors contrôle. Et donc l'État n'a pas réussi à contrôler ces territoires. Donc la deuxième guérilla, c'est l'ELN, qui est entrée. Il y a une troisième guérilla, c'est l'EPL, qui existe notamment dans la région du Catatumbo, qui ont commencé des affrontements entre ELN et EPL pour y entrer. Et après, il y a encore les autres acteurs armés, comme c'est les anciens groupes paramilitaires. Donc, qui recrutent des enfants ? Qui recrutent des enfants dans les territoires, par exemple, ou qui mettent des mines antipersonnelles dans les territoires. Et cela, toute cette situation, c'est en train de s'aggraver. Et donc, sous ces conditions-là, on peut vraiment parler que la situation humanitaire en Colombie actuelle reste encore très préoccupante. Donc des enfants qui sont recrutés pour porter des armes, pour aller combattre avec telle ou telle guérilla. On va parler avec vous, alors on se pose la question du processus de paix, mais et de savoir à quelles conditions ce serait possible. Vous avez le sentiment que la paix, elle est possible, et si oui, ça passe par quoi ? Pour moi, la paix est possible. J'ai beaucoup d'espoir. Je me laisse porter par l'espoir des partenaires, des organisations, des personnes que je rencontre dans le territoire. Et ça doit passer par là. Ça doit passer par écouter le voir des personnes dans le territoire. Ça doit passer par prendre en compte les processus de construction de paix qui ont débuté dans le territoire presque le temps qui le conflit dure. Donc, il faut prendre en compte que le conflit, comme vous avez dit au début, ça a débuté il y a plus de 50 ans. Donc, la construction de la paix va aussi prendre son temps. Probablement aussi longtemps. Oui. Deuxième question qu'on va aborder ensemble, c'est la crise des migrants qui vient peut-être se surajouter à la situation humanitaire déjà difficile du pays, puisque la Colombie accueille actuellement entre 870 000 et 1 million de Vénézuéliens. Ça, ce sont des chiffres officiels. Dites-nous, comment est-ce que Caritas est mobilisée auprès de ces migrants puisqu'elle les accompagne ? Il y a une mobilisation forte de la part de la Caritas Colombie, de Caritas Internationalis aussi, mais aussi d'autres organisations de l'Église, comme des organisations jésuites. Il y a cette mobilité, on peut dire, entre la Colombie et le Venezuela, et il est historique. Lors de conflits en Colombie, il y a eu beaucoup de Colombiens qui ont migré au Venezuela, et maintenant, à peu près 25% de ces personnes, de cet environ 1 million Vénézuéliens qui ont migré en Colombie, sont des Colombiens qui retournent. D'accord, ok, donc c'est quand même une partie de Colombiens dans cette population. Est-ce que c'est une situation qui est compliquée pour la Colombie pour absorber cette population-là? C'est une situation très compliquée pour la Colombie pour absorber parce qu'il y a cette autre crise humanitaire dont on vient de parler il y a un instant, donc qui existe déjà. Et c'est aussi en raison de cela que l'Église s'est mobilisée fortement pour appuyer et accueillir ces migrants. Par exemple, la Caritas colombien, ils ont notamment beaucoup de travail dans la région frontalière au Cúcuta,
comme Secours catholique, nous appuyons un projet pour accompagner des migrants en transit, pour les appuyer, l'accéder, tout ce qui c'est leurs droits fondamentaux, le service de base à la nourriture, à la santé, l'accompagnement psychosocial. Et notamment pour les femmes enceintes ou des enfants de moins de 5 ans, c'est une situation très compliquée parce que dans la région, par exemple, où nous on appuie, on a les projets, c'est une zone où il y a beaucoup de montagnes hautes. Et donc, le moment de traverser les montagnes, il y a des vagues, des froids forts, il y a déjà eu des personnes mortes. Donc, c'est une situation très, très compliquée. Merci beaucoup Yanina Dutoit d'être venue nous apporter votre regard sur la situation préoccupante en Colombie qu'on va continuer bien sûr de suivre dans nos éditions. Cette semaine, dans l'actu des églises, on a choisi de revenir sur un nouveau conflit agraire meurtrier au Brésil. Le 5 janvier, une manifestation d'agriculteurs qui réclamaient l'accès à la terre a fait 1 mort et 9 blessés. Les agriculteurs occupaient des terres appartenant à l'ancien gouverneur de l'État du Mato Grosso, Silval Barbosa. Monseigneur Nery José Tondela, évêque de Juína dans le Mato Grosso, a vivement condamné ces violences. Alors les conflits agraires, ils ne sont pas nouveaux au Brésil, en particulier dans l'État du Mato Grosso, qui est le grenier du pays, une région emblématique des problèmes agraires et environnementaux auxquels le Brésil est confronté. Une situation qui pourrait s'aggraver avec l'arrivée au pouvoir en janvier de Jair Bolsonaro. Les explications de Joël Dacosta Fontes, chargé de partenariat pour l'Amérique latine et Caraïbes du Secours catholique, recueilli par Gabriel Kerry. C'est l'état principal de tout ce qui est élevage. Donc c'est le grenier un petit peu du Brésil. Donc c'est un état central, essentiel, pour l'ensemble en fait des propriétaires terriens qui sont plutôt pour l'agro-business. Donc voilà, ça génère beaucoup de conflits dans cet État. C'est un problème historique qui date, mais qui depuis l'arrivée du nouveau président, Bolsonaro, dès sa campagne électorale, il a dit noir sur blanc ce qu'il allait faire, c'est-à-dire qu'il allait accélérer la déforestation, qu'il allait accélérer le fait de donner certains territoires à des compagnies minières pour faire de l'extraction notamment d'uranium. Donc il y a eu énormément aussi de projets qui sont en réflexion sur une route qui va traverser une grande partie du pays. Donc on va dire que les annonces qui ont été faites durant sa campagne électorale font peur. Il y a beaucoup plus de crispation et surtout beaucoup plus d'incertitudes sur ce qui va se passer d'ici les prochaines années. En République démocratique du Congo, alors que les résultats électoraux sont contestés, les évêques en appellent à la solidarité de l'ONU. Dans un briefing publié sur le site de l'épiscopat, les évêques qui s'adressent au Conseil de sécurité des Nations Unies souhaitent que le Conseil demande à la CENI, la commission électorale congolaise, de publier le plus vite possible les procès-verbaux du scrutin pour donner aux candidats la possibilité de comparer leurs données à celles de la CENI. En cas d'éventuelle contestation, il demande que le Conseil de sécurité invite les parties prenantes à privilégier, je cite, la voie de la vérité et de la paix pour la stabilité du pays. Direction l'Asie du Sud-Est à Hong Kong, ancienne colonie britannique et rétrocédée à la Chine en 1997. Sur 7,3 millions d'habitants, les catholiques représentent 5% sur les 10% de chrétiens. On compte environ 394 000 catholiques. La plupart sont des Chinois, mais il y a aussi des Philippins, des expatriés. Le nombre total entre les résidents et les non-résidents de Hong Kong se situe autour de 550 000, 227 prêtres également et 456 religieuses. Alors l'Église catholique, elle gère 251 établissements éducatifs. Il faut savoir que 50% des élèves de Hong Kong sont scolarisés dans des écoles catholiques. C'est une porte d'entrée possible vers la foi. C'est ce que nous explique le père Nicolas de Franqueville, qui est prêtre des missions étrangères de Paris en Chine, qui a rencontré notre envoyée spéciale à Hong Kong, Agnès Vanem.
Près de 50% des élèves à Hong Kong sont scolarisés dans les écoles chrétiennes, catholiques ou protestantes. Dans les écoles, il y a la prière tous les matins, le prêtre ou les sœurs, on va souvent passer dans l'école, il y a souvent des célébrations à l'église. Il y a une vraie catéchèse, une vraie évangélisation qui est faite dans toutes les écoles catholiques, qui sont à peu près à 95% formés de non-chrétiens. Et même les parents sont demandeurs en fait, que leurs enfants reçoivent une éducation chrétienne. Ils pensent que pour leur enfant, c'est quelque chose de bien, que c'est quelque chose qui va les aider dans leur vie. Et donc parfois dans ces écoles, il y a aussi des demandes, les enfants eux-mêmes vont demander à être baptisés. Et donc dans certaines familles, j'ai pu voir ça, que c'est souvent les enfants sont baptisés en premier. Et c'est petit à petit, en fait, en voyant le changement positif des enfants et par le baptême de leurs enfants, les parents sont aussi d'une certaine façon amenés à venir à l'église et donc il y a un contact qui est fait. Et donc les parents, petit à petit, demandent aussi à entrer en catéchuménat pour être baptisés. Et voilà, j'ajoute que 3500 baptêmes d'adultes sont célébrés chaque année à Hong Kong. Et tout récemment, c'était un dimanche, le père de Francville a célébré dans la paroisse qu'il anime 22 baptêmes d'enfants. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. On se retrouve mercredi prochain. Très belle semaine à tous. Au revoir.